Jérôme Chantreau. Bonjour. Merci de m'accorder un petit moment à Paris pour présenter votre livre que j'ai mis là-bas, si vous arrivez à le attraper, que j'ai adoré, Bel-Hazard. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Jérôme Chantreau, comme vous l'avez justement dit. Sans faute. C'est vrai que je suis chez moi à Paris, puisque j'y suis né au siècle dernier. J'y ai habité 30 ans. Et puis après, je suis parti en Mayenne, c'est-à-dire à côté de la Bretagne, pour monter un centre équestre. Je me suis occupé de forêt aussi. Voilà. Et puis, suite à mes études littéraires, donc j'ai commencé l'enseignement, tout en écrivant, puisque j'avais le projet d'écrire depuis toujours, quasiment. Et Enseignement de quoi ? Du français. Français ? Des lettres, des lettres et du latin aussi. Enfin, du latin à un niveau très, très modeste. Et donc voilà, et tout ça m'a emmené, avec bien d'autres aventures, jusqu'au Pays Basque, où j'habite depuis 20 ans. Et voilà, et maintenant, je reviens à Paris la moitié du temps, donc je partage ma vie maintenant entre Paris, la région parisienne, et le Pays Basque. Et puis l'enseignement, eh bien, après 25 années de bons et loyaux services, je suis en disponibilité depuis 1 an, donc je ne suis plus qu'écrivain. C'était une question que j'allais vous poser Voilà, par la c'est suite, fait. vous avez déjà répondu, mais c'est magnifique. Donc c'est votre 3e livre, c'est juste ? Ou Oui, pas ? c'est mon 3e livre. 3e livre. Alors justement, parlons du livre. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous le présenter et puis peut-être nous dire, je pense, que s'est-il passé ce 13 février 2013 ? Bel-Hazard donc était mon élève au Pays Basque pendant quelques années. Il est resté 4 années là-bas, mais c'était un breton pur jus. Donc il est retourné en Bretagne au bout de 4 années. Donc je l'ai connu au Pays Basque de 12 à 16 ans. Et puis je l'ai un peu mieux connu parce qu'il était l'ami de mon beau-fils, donc il venait à la maison, je connaissais les parents. Voilà. Et quand il a eu 18 ans, on a appris sa mort dans des circonstances très troubles lors d'un contrôle de police. Et effectivement, ça s'est passé le 13 février 2013, en bas de chez lui, au 13 rue de l'Éternité. Donc voilà. Cette numérologie un peu particulière et évidemment je n'ai pas inventé, sinon ce serait ridicule. Donc voilà, j'ai appris cette mort qui m'a touché, mais je ne le connaissais pas tant que ça. Et puis surtout, ce qui m'a interpellé, c'est les conditions de cette mort. Donc voilà, un contrôle de police, mais la police disant que c'était un suicide, aucune raison de se suicider. Et puis on ne se suicide pas dans ces conditions-là. Selon le procureur, c'était pour éviter la honte de ses parents. C'est complètement ridicule. Ça sentait, si vous voulez, la thèse officielle montée de toutes pièces. Et ce qu'on apprend, mon épouse et moi-même, à ce moment-là, c'est que la mère de Bel-Hazard a un ami de la famille qui s'appelle Olivier Messner, et c'est le grand pénaliste de l'époque. Et elle lui parle de l'affaire de son fils dans la semaine qui suit, et Olivier Messner choisit de prendre le cas pro bono immédiatement. Voilà. Donc quand un pénaliste à 500 € l'heure décide de se jeter gratuitement dans une affaire, en général, c'est qu'il a vu quelque chose. Et justement, il a immédiatement été frappé par les mêmes choses, et par bien d'autres d'ailleurs, c'est-à-dire que ça ne tenait pas debout. 1 mois après, on retrouve son corps qui flotte au large de l'île de Boédic, dans le golfe du Morbihan. Donc ça, c'est un suicide. L'affaire est un petit peu enlisée, elle rebondit de main en main. C'est les cabinets d'avocats parisiens qui reprennent l'affaire de Messner, jusqu'à aboutir 2 ans plus tard dans celle d'un jeune avocat qui s'appelle Valentin Ribet, qui a 26 ans. Ce
qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, un des 3 gendarmes qui ont participé à l'arrestation de Bellazar s'est pendu. Et le copain qui était avec lui a été interné en hôpital psychiatrique. Donc son témoignage est irrecevable. Il est encore à l'heure actuelle? Il est encore. Et interné par la préfecture, par les services de police. Donc ce jeune avocat reprend l'affaire, il a 26 ans, il est très doué, il appartient à un grand cabinet d'avocats parisiens. En peu de temps, il arrive à relancer la plainte de Messner. C'est quand même une plainte du procureur contre X, mais contre la gendarmerie. Donc c'est quelque chose, hein, c'est pas n'importe quoi comme plainte. Et il arrive à faire une reconstitution qui se passe, qui est très dure pour les parents. Que vous racontez dans le livre. Que je raconte dans le livre. Et cette reconstitution a lieu le 1er novembre 2015. 15 mois après, ce jeune avocat emmène sa fiancée à un concert de rock. C'est le Bataclan et il prend une balle de Kalachnikov dans la tête. Voilà. Nous, ce qu'on apprend, et évidemment je le raconte comme ça, alors on a l'impression que je suis complètement fou, je raconte tout le livre. Non, ça je le dis dès le départ, puisque c'est ça qui m'amène à enquêter, d'abord sur effectivement les circonstances de la mort et de l'après-mort, des circonstances absolument à la fois tragiques et mystérieuses. Et puis après, je vais m'apercevoir, en enquêtant bien sûr sur Bellazar, que je connaissais finalement très peu, que c'est un personnage absolument invraisemblable, un artiste protéiforme, extrêmement fertile, précoce bien sûr, et qui à 18 ans a trouvé quand même le moyen de bâtir une œuvre d'artiste, plasticien, peintre, collectionneur aussi. Et le titre de ce livre, Bellazar, c'est ça, c'est les parents qui l'ont appelé comme ça? Oui. Vraiment Bellazar ou... Oui, ouais. c'est le... le hasard du... Oui, mais ouais. c'est le surnom, si on peut dire comme ça, c'est un deuxième prénom. Oui. C'est pas son vrai prénom, il s'appelle Antoine, mais son deuxième prénom, donné par les parents, comme je le dis dans le livre, une sorte d'ex-voto, de remerciement à sa naissance miraculeuse, il faut bien le dire. Tout est miraculeux chez ce garçon, ou miraculeux ou magique. Enfin bon, on hésite sur les mots. Alors après, c'est au lecteur un petit peu de faire son miel de tout ça, selon ses croyances. Oui. Mais c'est vrai que bon, il naît, par exemple, d'une femme stérile conçue dans une sorte d'auberge perdue dans les Dolomites un soir d'orage. Ses parents échappent 2 fois à la mort le lendemain. Faut pas tout raconter le livre. Voilà, j'ai tendance à tout raconter, et puis c'est pas grave, et puis ils liront le prochain. Oui, non, mais une suite en fait. Du coup, je me demandais, parce que c'est toujours une question que je me pose entre le hasard ou le destin. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous croyez au hasard ou plutôt au destin dans la vie? C'est une grande question. Les coïncidences comme ça, parce qu'il y a... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des coïncidences ou est-ce que ce sont des signes? C'est-à-dire que, alors, je vais vous répondre très C'est précisément. votre philosophie. Voilà. Moi, je n'aime pas du tout l'idée du destin. Je trouve que c'est une idée de paresseux, puisque... Parce qu'on n'a plus le choix. Exactement. Ça, je suis d'accord. Alors, ça nous enlève absolument tout le mérite. Et de nos victoires, et aussi de nos échecs. Donc, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, le destin. L'idée que tout serait écrit. Déjà tracé. Horrible. Moi, ça m'enlève tout plaisir. Ouais. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a que des hasards, une sorte de loterie mathématique comme ça, avec des choix infinis. Je tends intellectuellement plutôt vers ça. Mais c'est vrai que d'avoir côtoyé Bellazar, justement, pendant pratiquement 4 ans, et d'avoir vu la quantité inouïe de synchronicité, pour employer le terme à la mode, de hasard stupéfiant, voilà. Oui, ça fait s'interroger beaucoup. Est-ce qu'il vous a changé tout de suite ou plus tard? Parce que vous avez écrit plus tard, vous l'avez vu après sa mort. Quand on voit la succession tragique de morts après lui,
Quand j'ai eu l'idée, évidemment, quand on est écrivain et qu'on voit, alors d'abord une telle histoire. Au début, c'était pas le personnage, c'était vraiment cette histoire incroyable, cet effet tout en Camon là. Au début, c'était ça, parce que Oui. c'était quand même déjà un personnage. C'était un personnage, mais Déjà par son allure oui, aussi. c'était un rien que personnage par- totalement hors norme, mais bon. Disons qu'il y en a quelques-uns, dans une carrière de prof, on en voit des enfants qui sortent complètement du lot comme ça. Lui sortait encore un peu plus du lot, mais voilà, j'en étais que là, et ça ne suffit pas pour faire un livre. Ce qui était très intéressant comme histoire, c'était l'histoire de sa mort, cette tragédie, cette malédiction. Mais évidemment, quand on voit que tout le monde meurt de mort violente dès qu'on s'en approche, évidemment, on peut hésiter. Et j'ai hésité 4 années. Voilà, il m'a fallu un. C'est vraiment pour ça. Oui, 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 ah oui. Et non, mais puis j'écrivais un autre Et là, livre. tout va bien pour vous, là? Tout va bien. Mais j'ai compris qu'en fait, ce qu'on prend pour une malédiction est bien souvent une bénédiction. Il suffit juste de bien la regarder, de bien l'approcher, d'y aller avec sincérité. Et ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que Bélazar ne porte absolument pas malheur aux gens qui l'approchent, pas du tout. Ce serait même plutôt le contraire, mais en tout cas qu'il change des vies. C'est-à-dire que si on l'approche de près, c'est un peu comme ces êtres qui irradient quelque chose, ces êtres rayonnants. Quand on les approche de près, il y a forcément quelque chose qui change en nous. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles dans votre livre aussi, avec un lapin blanc. Oui, alors ça, c'est pas du tout moi qui l'ai injecté dans le récit. Ça vrai vient, aussi. Tout vient de Bélazar. Tout vient de lui. Je n'ai absolument. La première phrase, c'est tout est vrai. Hein. On a insisté, on a beaucoup réfléchi avec mon éditrice Julia Pavlovitch là-dessus. Et cette phrase, c'est la phrase clé. Tout est vrai. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas vrai, alors ça devient. Par exemple, qu'il soit mort un 13 février 2013 ou 13 rue de l'Éternité, vous voyez, c'est des choses qui n'ont d'intérêt que parce qu'elles sont vraies. Et effectivement, tout l'aspect Alice au Pays des Merveilles, ça vient de lui. Alors, est-ce qu'il l'a fait consciemment ou pas? Parce que c'est un symbole, le lapin, c'est Bien ça, sûr. vous le dites dans le livre. Le lapin blanc est un symbole. Et je ne le connaissais pas. Alors, je connaissais le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, il y a le lapin blanc du chapeau du chasseur, et puis en travaillant, j'ai vu que au début du film Matrix, il faut suivre le lapin blanc, et qu'à chaque fois, le lapin, c'est la porte faite entre deux mondes. Le monde réel, et puis un autre monde qu'il faut savoir déchiffrer, dans lequel il faut savoir entrer, et dont le lapin blanc est le portier. Voilà, comme Vous avez réussi à y rentrer alors? Dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai l'impression. Alors pour moi c'est une métaphore de la littérature. On y entre par la littérature. Voilà. Alors je pose toujours cette question aux écrivains. Est-ce que vous avez un écrivain qui vous a marqué ou une œuvre que vous avez toujours sur votre table de nuit ou un livre à nous conseiller qui a en ce moment? Alors j'ai fait des études de lettres, voilà, donc autant vous dire, des écrivains qui m'ont marqué, il y en a des dizaines et des dizaines, et puis ça change comme ça. Alors un que je ressors, c'est toujours le même, mais celui-là je l'aime tellement, voilà, j'ai une telle tendresse pour lui et aussi une telle admiration, c'est Alexandre Vialat, qui est un des plus grands auteurs, à mon avis, français du XXe siècle, et qui, alors lui, a subi une vraie malédiction, c'est qu'il était drôle. Et ça, en France, quand on est drôle, ça veut dire qu'on est un peu moins bon. Voilà, il faut être grave, hein, et si possible, ennuyer un peu. Hein, ça, c'est très très bon signe. Alors lui oui, lui est fantastiquement drôle. Il a écrit des chroniques dans le journal La Montagne notamment. Il est toujours vivant? Non, il est mort dans les années 70. D'accord. Et quel livre alors? Alors il disait, je suis notoirement méconnu. Il ne faut pas s'étonner de ne pas le connaître. Voilà, c'est pas un auteur célébré, mais c'est très beau. Je conseillerais Les Fruits du Congo notamment. Et puis celui que je suis en train de lire de Richard Powers, L'Arbre Monde,
Alors ça c'est contemporain. Je pense qu'il aura le prix Nobel rapidement, Powers. C'est vraiment là de la très très haute volée. Bah, merci beaucoup, on va noter ça. Voilà. Pourquoi avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé poète, voilà, à 12 ans. Alors, non, c'est Ah, pas vous du- écrivez de la poésie? Oui, oui, Vous avez oui, déjà oui. publié? Non, malheureusement. Non, c'est pour le futur. Oui, voilà. C'est-à-dire que de 12 à 18 ans, je n'ai fait qu'écrire de la poésie et en lire, pas du tout de romans. Et je pense qu'un jour, quand j'aurai le courage, je reviendrai à la poésie de manière franche. J'abandonnerai le roman, que j'aime beaucoup, mais qui, à mon avis, est quand même en dessous de la poésie. Et puis j'irai franchement me coltiner avec la poésie. Voilà, donc non, moi j'ai commencé par la poésie. Moi je pense qu'il faut quand même se laisser aller dans sa pente naturelle. Voilà, hein. Parce que je pense toujours un peu dangereux d'essayer de suivre le public dans ses goûts. Qui est votre premier lecteur? Ma compagne, Et donc c'est important, si elle vous dit là ça va pas. très très important, elle ne me passe rien. Bon. Mais je ne lui fais pas lire tout le temps, hein, sinon je n'avancerai pas. Pour vous, quel est le rôle de l'écrivain s'il a un rôle et quelle qualité faut-il Alors le rôle de l'écrivain. conseillez-vous à quelqu'un qui voudrait écrire? Alors ça, par c'est deux grandes questions. Plein de questions, oui, j'ai trop de questions. Voilà. Là, dans le rôle de l'écrivain, alors moi je ne suis pas du tout un écrivain social, pas du tout un écrivain politique. J'ai rien contre ceux qui font ça, hein, tant mieux pour eux, ou même pas tant mieux. Hein. Voilà, chacun a sa fibre, hein, bien sûr, mais moi c'est pas la mienne. Moi, je pense que le rôle d'un écrivain, c'est Philippe Ross, quoi, je crois qu'il disait ça, c'est d'écrire de bons livres. Voilà. C'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'un Énorme. bon livre? Mais voilà, qu'est-ce qu'un bon livre? Alors, un bon livre, c'est forcément un livre qui touche des gens, mais évidemment pas tout le monde, mais qui permet à certaines personnes de passer de bons moments. C'est déjà beaucoup d'arriver à ça. Et c'est un plaisir aussi pour vous d'écrire. Oui, bien Voilà. sûr. Oui, bien Parce sûr. qu'on se met à nu quand même quand on écrit et Oui. quelque part, voilà, on s'expose. On s'expose, mais c'est pas le plus... En fait, moi, ça ne me fait pas grand-chose de m'exposer, parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle de quelque chose d'intime, en même temps qu'on le fait, on le sort de soi. Et quand on donne au public, au lecteur, son intimité, elle est par le fait plus du tout intime. Vous voyez, et on s'en libère. Donc en fait, moi, j'ai pas du tout de problème de pudeur. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait court à votre choix? Ah, évidemment, ça, il faut des lunettes. Quelques semaines plus tard, à Saint-Brieuc, lors d'un dîner chez l'un des plus proches amis d'Armel, Christian, sa fille aînée, va me raconter la scène suivante. Cela se passait à Bidart, chez Bella, comme elle l'appelle. Ils avaient 12 ou 13 ans. Les parents les avaient envoyés jouer sur la grande plage avec une amie de la famille qui avait 17 ans et qui s'occupait du dernier né de la fratrie. Elle était censée garder un œil sur eux. Avant de partir, je suis allé me changer, raconte l'adolescente. Bella était vêtue d'un pantalon à pinces et d'une chemise blanche. Alors Bella, hein, pour ceux qui écoutent, c'est Bellazar. Ma mère lui dit « Alors Bellazar, tu ne te mets pas en maillot ?» Il répond « Si, c'est fait. » Elle n'a pas discuté, elle le connaissait. Arrivé à la plage, j'ai foncé dans l'eau, je lui ai demandé s'il venait se baigner. Il m'a répondu qu'il restait au bord. Il a enlevé son pantalon et s'est mis en caleçon, un vieux modèle qui lui tombait sur les genoux avec des éléphants roses. Je suis parti à l'eau en riant. Quand je suis revenu, il était en plein discours sur les touristes allemands qui réoccupaient les plages sur lesquelles ils avaient laissé leurs bunkers. Je n'y comprenais rien. Ma cousine, ça la faisait rire. Normal, elle était plus grande. La Seconde Guerre mondiale, c'était le programme de 3e. Et puis, avec Bella, ils se sont occupés du bébé pendant que je suis retourné me baigner. Ils parlaient avec assurance, elle riait. De loin, on aurait dit un couple. Je demande sans réfléchir. Il avait une copine? Ma question semble gêner tout le monde autour de la table. Non, je ne crois pas, répond-elle. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. En réalité, personne n'a jamais voulu se poser cette question, sauf Armel, sa mère. Elle m'en a déjà parlé. Elle te prêtait des coups de cœur réciproques avec des jeunes filles du lycée. C'était important pour elle. C'est important pour toutes les mères de tous les garçons. Elles s'enorgueillissent des succès amoureux de leurs fils. Les pères de filles dont je fais partie font l'inverse. Mais il y a une autre chose spécifique à cette micro-famille qu'elle formait avec toi.
Armelle est celle qui, invariablement, voulait te faire tendre vers, je ne dirais pas la norme, disons la vie. Elle te voulait en chair et en os, te faire quitter le mythe que tu écrivais sous chacun de tes pas. Elle voulait que tu t'incarnes, alors que tu te dissipais en légendes fabuleuses, en jeux, en mystères. Un mythe, ce n'est pas ce qui convient à une mère. Un mythe, ça ne vit pas vieux. Armelle désirait pour toi un amour sous les traits d'une fille, d'abord dans l'espoir compréhensible qu'elle prendrait le relais, mais surtout parce qu'elle savait que cette relation aurait le pouvoir de t'ancrer dans l'existence, celle que les hommes parcourent de bras en bras de femme, comme un long cordon sanitaire tendu vers l'autre rive. Elle te voulait encyclopédiste, député, brillant orateur, pourfendeur des injustices, ou toute autre chose, ou pas grand-chose, mais elle te voulait vivant. Et pour vivre, on n'a jamais rien trouvé de mieux que d'aimer. C'est beau. Merci. Merci Jérôme Chantreau. Alors on est sur la fin, donc je vous rejoins. On va essayer de vous connaître un peu mieux, mais en vous posant quelques questions qu'il faut répondre il faut juste répondre rapidement D'accord. sans réfléchir. D'accord. Alors, si je vous dis introverti, extraverti. Intramuros, extramuros. Mer ou montagne? Montagne. Sucré, salé. Salé. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tôt. Enfant ou adulte? Enfant. Passé, présent ou futur? Présent. Bonheur ou joie? Bonheur. Rousseau ou Voltaire? Voltaire. Pourquoi Voltaire? Ah, c'est de l'esprit. C'est l'esprit, c'est la légèreté. Rousseau est tellement sérieux. Oui, le bon sauvage. C'est vrai qu'il est un peu suisse. Même C'est totalement pour ça que suisse. je pose la question. Non, mais Rousseau est magnifique. C'est un, Oui, un non mais... magnifique écrivain. Les Confessions de Rousseau, c'est un chef-d'œuvre absolu d'écriture, mais comme il est grave. Alors après, je pose cette question, je ne sais pas si c'est Don Juan, Harpagon ou Tartuffe? Comme vous êtes prof de français. Oui, oui. Don Juan. Ah, ok. Vin ou champagne? Vin. Viande ou poisson? Viande. Calme ou nerveux? En dedans ou en dehors? Hasard ou prédestination? Hasard. Chat ou chien? Chien. Lys ou marguerite? Je dirais Marguerite. Rose ou marguerite? Encore les Marguerites. Très bien. Alors, parfait. Merci beaucoup. Merci. Et Anne-Noël. puis, si je vous demande le mot de la fin? Alors, c'est le mot justement, M-O-T. C'est un mot évidemment que j'adore, puisque je m'en sers tout le temps. Et c'est un mot qui m'agace beaucoup quand il est employé pour dire ce qu'on appelait avant le style, qu'on a appelé aussi la langue. Alors voilà, on parle des mots d'un écrivain. Voilà, cette figure de style-là m'agace un petit peu. Je la trouve tellement froide, sèche. Et quel style vous avez alors, vous, par exemple? Alors, le style, c'est toute une vie. Je pense que c'est toute la carrière d'un écrivain qui aboutit à ce style. Est-ce que j'en ai... Voilà, je pense qu'il est en train de se construire. Est-ce qu'il est là? Voilà, il faut demander au lecteur. Merci beaucoup. Et Merci. puis à bientôt, Merci beaucoup, donc je pense en Suisse alors. Oui, hein, tout à fait, en octobre en octobre, prochain. pour le Festival des Festival Lacs à Lausanne. 2022. Félicitations. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je commence le livre par la fin.